Donc, on reprend, on avait dit qu'on parlerait des sociétés en formation, et avant cela, nous allons consacrer quelques minutes à un point de départ pratique, puisque nous avons toujours cette illustration. On avait commencé à parler, vous savez, à utiliser comme exemple cette société, enfin, une des sociétés qui gravitent autour de ce média qui s'appelle précisément le média. Et j'en parle parce que c'est une illustration intéressante de notre matière. J'ai publié hier soir une petite analyse sur mon blog. Je vous invite à la lire parce que ça prend les questions qu'on voit, mais sous un angle un peu différent. Vous avez, alors on va utiliser les statuts des sociétés Mediascope et entreprises de presse Le Média parce qu'il y a des points qui vont vraiment nous intéresser, même quand on va parler des sociétés en formation dans quelques minutes. Mais avant ça, une curiosité, on a parlé déjà des sociétés coopératives dans le cadre de ce cours. Les sociétés coopératives, on a expliqué que c'était des sociétés qui obéissaient à certains principes, les principes du monde coopératif. Notamment ces principes, vous avez plusieurs formes de coopératives, vous avez notamment ce qu'on appelle les sociétés coopératives de production et la société Mediascope dont on parle beaucoup ces derniers jours parce que c'est une société qui aurait, d'après une enquête France Info, peut-être fait de la surfacturation lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien cette société, moi je m'y suis intéressé, mais vraiment d'un point de vue de droit, de pur droit des sociétés, je laisse ici le possible aspect pénal des choses. Voilà, ce n'est pas notre propos ce matin, et j'insiste sur le possible aspect pénal. Ce n'est pas mon propos ici d'en parler en tous les cas. Et donc sur cette société, si vous regardez ses statuts, c'est une société qui s'appelle Mediascope, et Scope effectivement, ça évoque. On parle de dénomination sociale, et c'est une belle illustration de ce qu'on évoquait l'autre fois. On ne peut pas avoir dans sa dénomination sociale des choses qui laissent entendre que l'activité est une activité réglementée ou une activité réservée. Et quand vous vous appelez Mediascope, c'est pas scope comme on fait un périmètre, enfin on scanne un périmètre, c'est Mediascope, enfin comme scope on regarde, c'est scope, S-C-O-P, ça évoque le statut des sociétés coopératives de production, qui a un statut particulier, de sociétés qui sont soumises à une loi spéciale de 1978, avec des règles de fonctionnement particulières. C'est une société dans laquelle les associés sont pour la plupart des salariés. C'est une société qui vise à exercer une activité, mais en faisant que les salariés soient associés de la société. Et c'est une société donc qui porte en principe certaines valeurs. Il y a lors des attributions de marché public des avantages particuliers, il y a des avantages fiscaux particuliers. En tous les cas, c'est une forme de société qui est une forme à statut spécial. Et cette forme de société, donc, elle a une dénomination particulière. Si vous regardez les statuts aujourd'hui, c'est une SAS à associé unique, ce que ne peut pas être une SCOP. Donc c'est un peu curieux. Et si vous allez regarder les statuts de la société, vous découvrez qu'en 2017, elle s'est transformée et elle est passée de société à responsabilité limitée SCOP à SAS unipersonnelle. Donc ce qui est curieux, c'est qu'elle ait gardé le nom Mediascope, puisqu'on pense qu'elle est encore une SCOP du coup. Et si on va voir d'ailleurs la manière dont elle s'est transformée, elle n'évoque pas son changement de statut, la perte du statut de SCOP, qu'elle devait déjà ne plus avoir puisqu'elle n'avait plus qu'un seul associé. Et c'est encore curieux parce qu'en principe, pour perdre le statut, il faut une autorisation particulière du Haut Conseil de la coopération. Il faut aussi respecter des conditions particulières. Donc tout ça est un peu curieux, mais voilà, je signale simplement cet aspect de pur droit des sociétés. Donc c'est la loi, pour ceux qui veulent approfondir, c'est la loi du 19 janvier 1978 sur les sociétés coopératives de production. Et en revanche, le texte qui dit, c'est le Conseil supérieur de la coopération qui doit autoriser la perte, la sortie du statut de coopérative en principe, et donc c'est loi du 10 septembre 1947. Voilà, bon, l'aspect
surfacturation, j'en ai parlé, j'ai échangé, il y a un article sur le site d'Europe 1, je vous invite à le regarder parce que c'est assez intéressant. Mais là, c'est le côté plus droit pénal, mais même du côté droit des sociétés, on trouve des choses intéressantes, puisqu'on nous dit notamment que l'association de financement électoral de la campagne de Jean-Luc Mélenchon payait les frais d'expert comptable, les frais de comptabilité de cette société Mediascope. Ce qui est quand même assez curieux parce que vous remboursiez des frais à vos prestataires de services, pourquoi pas, que vous payiez leurs frais et les frais de leur comptabilité qui ne concernent qu'eux et qui ne sont pas faits exclusivement pour vous, c'est beaucoup plus curieux et cela invite sans doute à des explications. Voilà. Ceci étant dit, je vais utiliser les statuts de ces sociétés pour mon propos sur les sociétés en formation, puisque on repart de là. On est, je vous le rappelle, je reprends mon plan, on est dans le chapitre 2 sur la personnalité morale de la société. On a vu la section première sur les enjeux de la personnification. On est dans la section 2 sur les conditions de la personnification. On a parlé déjà de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et des modalités de cette immatriculation qui déclenche la reconnaissance de la personnalité morale. Le registre du commerce et des sociétés, c'est là que la société Mediascope, par exemple, a été déposer ses statuts en 2011 pour obtenir la personnalité morale. Et quand elle a changé de forme, elle a été déposée, les statuts modifiés. C'est là qu'on les trouve aujourd'hui, ces statuts. Et quand je donne des informations sur ces statuts, c'est là que j'ai été les chercher. Je n'ai pas été les voler dans les tiroirs de je ne sais qui. Donc, immatriculation, et on va parler maintenant toujours dans cette section sur les conditions de la personnification, on va parler de, c'est un paragraphe 3, la formation de la personnalité morale, et on va parler de ce sujet qui est les sociétés en formation. Donc, sujet des sociétés en formation, qui est un sujet assez étonnant, puisque, donc c'est un paragraphe 3, la formation de la personnalité morale. Ce sujet, il donne lieu à beaucoup de jurisprudence. Il y a, on peut le dire, un contentieux fourni sur le sujet. En pratique, je ne suis pas sûr qu'on s'en serve très souvent de ce dispositif. Enfin, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu dans ce que j'ai vu de la pratique du droit des sociétés, mais il y a beaucoup de jurisprudence sur le sujet, donc ça veut dire qu'on utilise le système quand même. Ce qui est sûr, c'est que dans les cas pratiques de droit des sociétés que vous pouvez avoir, que ce soit dans vos devoirs, dans nos séances de TD, ou que ce soit plus tard, si vous passez l'examen du CRFPA, vous verrez passer, ou l'examen de sortie, c'est une question qui est souvent posée en pratique. J'ai l'impression qu'il y a plus d'importance accordée à ce sujet à l'université que dans la vraie vie. Mais du coup, pour le moment, comme la vraie vie pour vous, elle est ici, je vous invite à connaître le sujet avec une certaine précision. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle du fait que, normalement, quand vous n'avez pas encore la personnalité morale, est-ce que vous pouvez faire des actes juridiques au nom de la société, au vu de ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent ? Oui ? Ben non, sûrement pas. On ne va pas faire des actes juridiques au nom de la société. Si on fait ça, c'est comme si on faisait des actes au nom d'une chaise, au nom d'une table, au nom d'un animal, au nom d'un robot. Pour le moment, toutes ces choses-là, les amants des animaux, les amoureux plutôt des animaux, seront très déçus d'entendre cela, mais pour le moment, pas de personnalité juridique pour toutes ces choses-là. Oui, ces choses, même si on considère qu'elles sont douées d'une certaine sensibilité. Oh, qu'il est mignon, il bouge la queue, il me reconnaît. Peut-être, certes, mais en attendant, pas de personnalité juridique pour toi, sale bestiole. Donc, ne faites pas de contrat avec votre chat ou votre chien, cela ne marchera pas, il n'exécutera pas le contrat, j'en suis à peu près sûr, et de toutes les manières s'il l'exécute, vous pourrez toujours lui opposer la nullité du contrat que vous aviez conclu avec lui, voilà, lorsqu'il vous assignera, car ces animaux sont ingrats, c'est bien connu. Bien. Ceci étant dit, on peut revenir à notre sujet premier qui est les sociétés.
tant que votre société n'est pas immatriculée, vous ne vous amusez pas à faire des contrats au nom de la société. Vous n'allez pas, par exemple, signer le bail au nom de la société. Vous êtes sûr que si vous faites ça, le contrat de bail n'est pas valable. Vous allez payer votre loyer, vous allez occuper le local et peut-être qu'un jour, le bailleur va se rendre compte que le loyer est beaucoup plus bas que ce qu'il pourrait être. Il a quelqu'un qui lui propose d'entrer dans les lieux et il va mettre votre société dehors. Alors vous allez dire, mais enfin, nous avons un bail qui a été signé avec vous il y a quelques années. Ah oui, mais désolé, cher ami, on vient de se rendre compte que vous l'avez signé 3 jours avant votre immatriculation. Donc, je l'ai signé avec une société qui n'avait pas la personnalité morale. Et donc, le contrat a été signé par personne en réalité. Et le contrat est donc nul. Mais on a payé notre loyer pendant très longtemps, eh bien, on va vous rendre votre loyer, mais en contrepartie, eh bien, vous devrez verser une indemnité compensatrice qui équivaudra à la jouissance du local pendant ce temps-là. Peut-être que ça sera équivalent, peut-être que non, mais en tous les cas, vous, pour l'avenir, vous ne pourrez pas rester dans les lieux puisque le bail sera nul. Enfin, le bail étant nul, le bail ne pourra plus produire d'effet. Bien. Donc, on ne fait pas d'acte au nom de quelque chose qui n'est pas une personne morale. Sauf que, par exception, alors on trouve les choses, toute la jurisprudence dans le Code des sociétés et sous l'article L210-6 du Code de commerce. Mais vous avez par ailleurs la même règle qui est formulée à l'article 1843 du Code civil. Mais je vais directement à l'article L210-6. Et donc, 1843 du Code civil, L210-6 du Code de commerce. Oui, alors je vois une question passer, on va répondre, ça c'est déjà la question des modalités. Là, on est vraiment en train d'expliquer le principe. Le principe, c'est que, normalement, c'est sûr qu'on ne peut rien faire au nom de la société tant qu'elle n'a pas été immatriculée. Mais, il peut se produire plusieurs mois, ou plusieurs mois peuvent s'écouler plutôt, avant qu'on arrive à l'immatriculation, et c'est des mois pendant lesquels on peut avoir besoin déjà de signer des actes pour cette société qui viendra. Possibilité, on pourrait les faire signer par une personne physique et par la suite, on céderait le contrat ou l'acte à la société. Mais ça a plusieurs inconvénients, notamment le fait que les tiers avec qui on fait le bail, par exemple, pourraient ne pas accepter dans quelques mois de céder le bail à la société, ou peut-être que les associés qui vont déposer un brevet, par exemple, en s'engageant à le céder à la société lorsqu'elle sera immatriculée, vont partir avec le brevet et finalement la société n'aura pas le bénéfice de ce brevet. Donc on a mis en place un système, c'est ce que vous trouvez à l'article L210-6, un système pour faire en sorte que la société, qui n'existe pas encore mais qui sera bientôt là, puisse faire des actes pour son compte, ou plutôt pour que ceux qu'on appelle les fondateurs, ceux qui agissent au nom de la société, puissent agir pour son compte alors qu'elle n'existe pas encore. Donc il fallait pour le coup une loi, parce que sinon, eh bien, ça n'aurait pas été possible de dire qu'on agit pour une société qui n'est pas encore là et qui reprendra par la suite le bénéfice de l'acte. Donc la loi nous dit que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, première chose que dit le texte, sont tenus solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis.
Donc ce qu'on dit, c'est que ceux qui agissent au nom de la société en formation avant qu'elle soit immatriculée, eh bien, elles sont tenues des conséquences de l'acte. Et on dit ensuite, à moins que la société, une fois immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Donc le principe, c'est que les fondateurs sont tenus des conséquences des actes, à moins que la société, une fois immatriculée, ne reprenne ses engagements. Donc le texte vous dit en peu de mots qu'il y a soit des conséquences qui pèsent sur les fondateurs, soit des conséquences qui pèsent sur la société une fois qu'elle est immatriculée. Alors, on va voir ce dispositif, on va voir grand A les conditions, grand B les effets. C'est une question assez classique et assez bien connue. Les conditions, il y en a plusieurs pour qu'on puisse appliquer ce dispositif. Ce qui est exceptionnel, c'est l'idée que la société puisse reprendre les actes. Donc, quand je parle des conditions, je parle des conditions de reprise. C'est ça qui est intéressant. Dire que les personnes qui agissent au nom de la société sont engagées personnellement, c'est moins exceptionnel. C'est quand même un peu exceptionnel parce que, normalement, si vous dites que vous agissez au nom d'une personne, d'une autre personne que vous, est-ce que vous êtes d'accord pour engager votre patrimoine ? Voilà, si vous dites que vous agissez au nom d'une autre personne, ça ressemble à un mandat, et si vous agissez en tant que mandataire, vous ne consentez pas à être engagé personnellement. Donc il faut soit votre accord express, soit que la loi vous le dise, comme c'est le cas ici, parce que si vous agissez au nom d'une société qui existera peut-être, si elle existe, normalement, si vous agissez au nom d'une société qui existe déjà aujourd'hui, vous engagez seulement la société, et si on découvre que la société n'existe pas, vous engagez qui ? Imaginons, je signe une reconnaissance de dette au nom d'une SAS, don d'héros. Je signe une reconnaissance de dette. On découvre que cette SAS n'existe pas. Je l'ai inventée. Pardon ? Est-ce qu'on engage mon patrimoine, ma responsabilité ? Est-ce que je suis tenu sur mes biens de la reconnaissance de dette ? J'ai inventé l'existence d'une société, donc il n'y a aucune société, il n'y a aucune personne morale qui est engagée. Mais les 60 et quelques là qui nous regardaient en vous planquant derrière votre écran, vous pouvez répondre aussi. Est-ce qu'il n'y a aucune société qui est engagée ? Est-ce que mon patrimoine, est-ce que mes biens sont engagés ? Oui. Il n'y a pas de société du tout, il n'y aura pas de société à venir. Je dis simplement que j'agis au nom d'une société don d'héros, mais quand vous cherchez sur Infogreffe ou les autres sites de ce type, il n'y a rien. Quelqu'un dit responsabilité pénale. Oui, si je me fais remettre des choses en contrepartie... Non, mais responsabilité pénale, ce n'est pas la question que j'ai posée pour le moment. Mais je donne cet élément de réponse. Si je me fais remettre des marchandises en disant je viens pour réceptionner la commande de la société don d'héros, oui, elle a commandé ce week-end par mail vérifié et je vous fais une reconnaissance de dette au nom d'une société qui n'existe pas, ça peut être de l'escroquerie parce que je fais un acte qui laisse penser que, il y a une société qui existe avec un vrai patrimoine et qui va payer. Donc responsabilité pénale possible, oui. Quelqu'un dit « je ne suis pas engagé, mais je pourrais être tenu de dommages et intérêts ». C'est ça la bonne réponse. Il n'y a pas de société que j'ai pu engager puisque cette société pour laquelle je prétends agir n'a jamais existé et n'existe pas. Donc j'engage aucune société. Est-ce que je m'engage sur mon patrimoine ? La réponse est non, parce que je n'ai jamais dit que je consentais à être engagé sur mon patrimoine. Mais ce que j'ai fait lorsque
je dis que j'agis au nom d'une société qui n'existe pas, l'engagement que je prends est nul parce que j'agis au nom de quelque chose qui n'a pas d'existence juridique, qui n'a pas de capacité de jouissance. Je ne consens pas à engager mon propre patrimoine. Par contre, je commets clairement une faute en prétendant agir au nom d'une entité alors que celle-ci n'existe pas. Et donc, je m'expose à des dommages et intérêts. Si vous me donnez des marchandises et qu'elles ne vous sont jamais payées, ça va vous causer un préjudice, et ça, j'en suis responsable. Mais ça ne veut pas dire automatiquement, quand on dit responsable, ça ne veut pas dire la dette vient s'inscrire dans mon patrimoine, ça veut dire je dois indemniser le préjudice que je vous ai causé. Donc, si vous avez perdu pour 100 000 € de marchandises, eh bien, on va peut-être dire que je vous dois 100 000 € de dommages et intérêts. Mais on va regarder la valeur des marchandises plus que le montant de la facture directement. Vous devrez démontrer le préjudice que vous avez subi. C'est pas vous demander paiement. Vous ne pourrez pas demander paiement directement de la facture puisque la facture correspond à un engagement juridique nul. C'est clair ou pas cette différence? Ce n'est pas le même fondement. Vous auriez agi contre moi si je m'étais engagé personnellement, vous auriez demandé l'exécution de mon obligation contractuelle. Là, vous mettez en jeu ma responsabilité délictuelle. Je commets une faute, article 1240 ex 1382 du Code civil, qui consiste à prétendre agir au nom d'une société qui n'existe pas. Je disais cela pourquoi? Pour évoquer le fait que c'est exceptionnel de dire que les fondateurs sont engagés personnellement alors qu'ils disent qu'ils agissent au nom d'une société en formation. C'est aussi exceptionnel de dire qu'on peut agir pour le compte d'un être juridique qui n'existe pas encore. Il faut que la loi intervienne pour cela. On connaît d'autres situations dans lesquelles, en droit civil, des actes peuvent prendre effet dans le patrimoine de personnes qui n'existent pas, ne sont pas encore conçues, etc. Mais cela est toujours quelque chose d'exceptionnel, ou du moins ne sont pas encore nés. Cela est toujours quelque chose d'exceptionnel et, encore une fois, il faut l'intervention du législateur pour cela. Donc, pour qu'intervienne cette reprise, il faut remplir plusieurs conditions. Ces conditions, on peut en compter 4. Première condition, il faut être en présence d'une société en formation. Donc, première condition, il faut être en présence d'une société en formation, puisque le texte vous dit bien les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation. Mais qu'est-ce que c'est une société en formation? On sait quand la fin de la période de formation intervient, c'est lorsque la société est immatriculée. Quand est-ce que cela commence? C'est plus difficile à dire. Est-ce qu'il faut avoir signé les statuts pour dire qu'on est en formation? Non, pas nécessairement. Les premiers échanges, les premiers mails, le premier regard peut-être entre les futurs associés, en tous les cas, il faut quand même s'il y a peu de contentieux là-dessus, il faut quand même pouvoir prouver qu'on avait déjà commencé des discussions sur ce projet de société. On peut citer un arrêt qui dit qu'il faut que l'intention de créer la société soit affirmée nettement, mais ça n'a pas une valeur absolue. Si vous faites déjà des actes au nom d'une société en formation, on pourrait dire que cela concrétise votre intention de créer la société. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. En tous les cas, il faut être en mesure de montrer qu'il y avait l'intention de créer la société avec... montrerait des éléments de discussion, des réunions intervenues entre les futurs associés, etc. etc.
Première condition. Deuxième condition, un peu plus compliquée et qui, elle, a donné lieu à plus de contentieux, il faut un acte susceptible de reprise. Un acte susceptible de reprise, en réalité, cette condition, elle se divise en deux. Un acte susceptible de reprise, ça veut dire déjà un acte dont la nature permet la reprise. Quand on dit un acte qui peut être repris, ça veut dire un acte, pour faire simple, un acte contractuel. Un acte contractuel, quand le texte, article L210.6, vous parle des actes en question, on vous parle des engagements souscrits. Les engagements souscrits, eh bien, on pense à un bail particulièrement, ça pourrait être des contrats de travail, ça peut être un compte bancaire. Si je regarde, par exemple, les statuts de l'entreprise de presse Le Média, on voit que l'associé unique indique avoir procédé à un acte qui est ouverture d'un compte en banque au nom de la société en formation. Donc voilà un exemple d'acte qui est fait avant l'immatriculation de la société. Et donc les contrats, en règle générale, peuvent faire l'objet d'une reprise. Et donc ces contrats-là, on peut les faire au nom d'une société en formation. Ce qui pose problème, c'est on ne peut pas faire de délit au nom de quasi-délit au nom d'une société en formation. Vous frappez quelqu'un et vous lui dites « Tiens, c'est de la part de la SAS que je vais aller constituer la semaine prochaine, mais ça ne va pas à la tête. Non, mais c'est pas moi le responsable. L'acte sera repris par la société. » Bon, on est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas reprendre des délits. Mais par contre, on a plus d'interrogations sur est-ce que la conclusion d'un contrat pour le compte d'une société en formation qui donne lieu à responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, je conclus un contrat et on considère que c'est de la concurrence déloyale. Par exemple, je fais des contrats de travail au nom d'une société en formation avec tous les salariés d'une entreprise concurrente. On peut se demander si la responsabilité délictuelle qui va apparaître, est-ce qu'elle pèse sur les fondateurs ou est-ce qu'elle peut peser sur la société qui va reprendre les contrats. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire reprendre à la société une faute. Les rares décisions qu'on a sur la responsabilité pour concurrence déloyale reconnaissent que la société peut être tenue de cette responsabilité. Mais elle n'a pas repris la faute, elle reprend un contrat et ce contrat va générer pour elle une responsabilité délictuelle. On a aussi des questions et qui ne sont pas traitées de manière unanime en jurisprudence sur la possibilité de reprendre une action en justice. La réponse est plutôt que non. Si on agit au nom d'une société qui n'a pas la personnalité morale, eh bien, même si on dit qu'on agit au nom d'une société en formation, on ne va pas pouvoir reprendre, régulariser l'action en justice, mais la réponse n'est pas tranchée. En tous les cas, ce que l'on peut reprendre, pour l'essentiel, ce sont des contrats. Et ce qui se fait en pratique, ce qu'on voit par exemple pour la société que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des contrats. Là où on a le plus de difficultés et où on rencontre un contentieux qui est assez étonnant, c'est la question, c'est le deuxième aspect dans cette deuxième condition.
On parle ici, la condition, c'est les actes susceptibles de reprise. Il faut des actes d'une certaine nature et il faut des actes qui aient été faits au nom de la société en formation. Ça semble une condition simple, mais en pratique, il semble que ça ne soit pas si évident. Et des fois, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Si vous faites un acte au nom d'une société qui n'existe pas encore, mais qui existera bientôt, si vous dites que vous agissez au nom de la SAS Dondero, on a signé les statuts. La société, elle est en voie de formation. Mais si on ne dit pas qu'elle est en formation, je signe un bail au nom de la société. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est je signe au nom d'une société qui n'a pas encore de personnalité morale. La société ne peut pas signer le contrat. Si j'indique juste que le bail est signé par la société, la conséquence, c'est que le contrat est nul pour défaut d'existence juridique, défaut de capacité juridique. Et ce n'est pas une incapacité de protection, c'est une incapacité de jouissance. La société n'existe pas. Donc ça devrait être une nullité absolue, une nullité que tout le monde a vocation à exercer. Enfin, l'action en nullité, tout le monde a vocation à l'exercer. Première situation. Ça, c'est si je signe au nom de la société sans préciser que la société est une société en formation. Si je ne dis rien, si je signe le bail en mon nom, en espérant qu'il soit repris par la suite par la société, est-ce qu'il peut y avoir reprise du bail ? Par principe, non. J'ai signé un bail, je suis personnellement engagé, je suis locataire, simplement, peut-être que si le bailleur le veut bien, il acceptera de me libérer et de transférer le bail, absolument, on peut reprendre le bail, enfin, on ne peut, comme vous le dites, reprendre le bail, sauf accord du bailleur. Si le bailleur veut bien un transfert de contrat, une cession de contrat, alors, mais avec l'accord du bailleur, il sera possible que, d'une part, la société qui existera à ce moment-là devienne locataire, et que, si le bailleur l'accepte là encore, on me libère des engagements que j'avais pris. Mais tout ça suppose l'accord du bailleur. Si en revanche, on a dit que le bail était signé au nom d'une société en formation, ça veut dire qu'on rentre dans ce système d'exception, ce système spécial de l'article L210-6 du Code de commerce ou 1843 du Code civil, et donc ça veut dire que le bailleur sait qu'il a signé avec une personne morale qui n'existe pas encore. Si elle existe, elle reprendra peut-être le bail, parce qu'on va voir qu'il y a des modalités à respecter, et il n'est pas sûr qu'elle les respecte. Mais le bailleur se dit, ça va, je ne signe pas dans le vide, parce que si la société ne reprend pas le bail, je lis ici que, article L210-6, je lis ici que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. Donc, je sais que j'ai forcément quelqu'un qui va payer les loyers. Tant que la société n'a pas repris, en admettant qu'elle reprenne un jour le bail, je sais que je peux demander paiement des loyers à la personne qui a signé l'acte, parce que la loi le dit. Bon. Si on se met du côté du bailleur, est-ce que vous trouvez que c'est un système qui est protecteur pour lui ? Vous êtes les avocats et les avocates du bailleur. Vous voyez qu'il discute avec une société, ou vous discutez en son nom avec une société qui est en train de se constituer. On vous a communiqué les statuts de la société, on vous dit qu'elle sera immatriculée bientôt.
Qu'est-ce que vous avez envie de demander pour améliorer sa situation? Qu'est-ce qui est gênant aujourd'hui pour votre client, le bailleur? Oui? Ce qui est gênant pour lui, c'est l'insolvabilité de son locataire. Donc, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Alors, déjà, effectivement, voilà, ça serait bien d'obtenir qu'il y ait des garants, d'autres le disent en ce moment même, qu'il y ait des garants du paiement du loyer. Donc, peut-être que c'est le fondateur, peut-être que c'est la société, mais on demande qu'il y ait des personnes qui garantissent le paiement du loyer. Donc, on demande soit que, en cas de reprise, les fondateurs, par exemple, c'est une modalité, restent garants des paiements du loyer. C'est une situation, enfin, on est en train d'améliorer la situation de votre client comme ça. Qu'est-ce qu'on peut demander encore comme renforcement, comme amélioration de la situation du bailleur? Oui. Peut-être demander des garanties sur cette société qui va devenir le locataire principal. Ça serait bien de savoir quelle est sa forme, quel sera son capital social, d'avoir des assurances sur le fait que ça ne va pas être une société avec un capital social d'1 euro par exemple. Donc ça serait bien effectivement d'obtenir des garanties de ce point de vue, oui. On pourrait aussi dire que le bail, alors, on ne fait plus vraiment le système prévu par la loi, parce que le système prévu par la loi, il dit on engage les personnes qui signent, personnes physico-morales signataires, mais les fondateurs, et si la société est immatriculée et reprend l'acte, elle prend leur place. Nous, on ferait un système différent dans lequel on dirait que les personnes qui signent, les fondateurs, sont tenus définitivement et éventuellement, si la société est immatriculée, on accepte qu'elle soit locataire. Donc c'est un système différent qu'on est en train de faire. Bon, effectivement, on a plutôt intérêt, quand on est du côté de l'autre partie qui est en face de la société en formation, on a plutôt, alors on peut effectivement demander aussi des avances de loyer, un dépôt de garantie et prendre en otage la famille du dirigeant, mais effectivement, on a plutôt intérêt à ne pas aller dans ce système-là. Ce système-là, en l'état, il n'est pas sûr pour le tiers, parce que le tiers, finalement, il signe avec une société qui n'existera peut-être jamais. Et donc, tout ce qu'on lui dit, c'est que c'est le signataire qui, éventuellement, restera engagé. Donc, le tiers a plutôt intérêt à demander une amélioration de sa situation. Quand on parle d'un compte bancaire, là, on se dit qu'il y a moins de risques a priori, parce qu'on est en train d'ouvrir un compte pour mettre les fonds qui vont être reçus pour le compte de la société. Bon, après, il faut voir si la banque accepte déjà de consentir un crédit à cette société qui n'existe pas encore. Et là, si c'est le cas, la banque a intérêt à demander au fondateur de rester engagé sur le remboursement des sommes si jamais la société reprend. Bon. Donc, agir pour le compte de la société en formation, ça fait partie des choses qui sont importantes. Si on oublie cela, la sanction, c'est qu'on a agi au nom d'une société qui n'existe pas encore. Vous avez un certain nombre d'arrêts rendus par la Cour de cassation sur le sujet pour vous dire que si vous avez agi sans mettre les mots en formation, eh bien, vous ne pouvez pas reprendre l'acte. C'est ce que vous dit par exemple
un arrêt de la Chambre commerciale du 21 février 2012. Vous ne pouvez pas reprendre l'acte. L'acte, la solution qui est généralement retenue, c'est que donc il est frappé d'une nullité absolue. Ça veut dire qu'on ne peut pas confirmer l'acte, et des fois ça fait des situations catastrophiques parce qu'on découvre de nombreuses années après que la société n'a jamais pu devenir propriétaire d'un immeuble, n'a jamais pu avoir de droit sur le local qu'elle occupe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme la prescription, y compris de la nullité absolue, n'est plus que de 5 ans, ça limite les surprises à 30 ans d'écart, mais c'est quand même une mauvaise surprise que de découvrir que l'acte est frappé de nullité, parce qu'on a oublié simplement de mettre les mots en formation, et pour avoir vu l'erreur parfois faite en pratique, on se rend compte que c'est parce qu'un avocat fait en même temps, ça peut être un jeune avocat, on lui dit constituer cette start-up, il va faire les statuts, c'est les premiers statuts qu'il rédige vraiment. En même temps, il va négocier avec le bailleur, il apprend en même temps comment faire un contrat de bail, et puis il n'a pas le réflexe d'indiquer que le bail est signé au nom d'une société en formation. Il se dit, mais la société, je sais, elle est en train d'être immatriculée, sauf que le lundi, il signe le contrat de bail, et le mercredi, la société sera immatriculée. Eh bien, si on n'a pas mis bail fait au nom d'une société en formation, ces quelques jours d'écart peuvent conduire à une nullité du bail, et quelques années plus tard, quand la société a beaucoup d'activités, ça va être un drame de découvrir qu'elle ne peut pas rester dans ses locaux, ou alors le bailleur accepte qu'on refasse un contrat de bail, mais bien évidemment, ce n'est plus aux mêmes conditions. Désolé, mais tournez-vous vers votre avocat pour lui demander pourquoi il manquait ces deux petits mots en formation lorsqu'il a signé le bail au nom de la société. Voilà, c'est très rigoureux comme solution. Si vous aviez un commentaire à faire sur une décision qui applique cette solution très rigoureuse, qu'est-ce que vous pourriez donner comme justification ? Pourquoi est-ce qu'à la rigueur, quelle explication, quelle justification on peut trouver au fait que la Cour de cassation et les juges sont très attentifs au fait qu'on ait bien indiqué société en formation? Qu'est-ce qui justifie cette rigueur? On peut dire c'est excessif comme solution, ce ne sont que quelques mots, oui. Je pense que pour que les sociétés qui soient déjà formées puissent pas bénéficier de ce régime, après coup, en fait, c'est de dire ah oui, nous aussi on est en formation. Pour éviter, alors effectivement, c'est pas ce que j'attendais, mais c'est une bonne observation. Pour éviter que ça soit le bazar, qu'il y ait des confusions, que des sociétés déjà immatriculées indiquent qu'elles sont en formation, et puis après disent ah mais non, finalement. On remarque que ça serait difficile parce qu'elles sont déjà immatriculées, donc elles seraient déjà tenues, mais on comprend quand même que c'est un système, là où je veux vous amener, c'est surtout à voir que c'est un système qui est exceptionnel. C'est sûr que si on signe avant l'immatriculation, en principe, on n'a absolument pas la possibilité d'engager la société. Ce n'est que parce que très exceptionnellement, la loi l'autorise, qu'on peut faire ce système d'engagement d'une société qui n'existe pas encore. Et donc, d'accord pour le faire, mais à la condition de respecter strictement les conditions prévues par le législateur. Ce n'est que parce que c'est exceptionnel, plutôt, il faut respecter les conditions pour rentrer dans ce régime d'exception. Donc, il faut bien penser à indiquer cette mention de société en formation. Des fois, on a des solutions qui sont particulièrement... Alors, c'est plus que rigoureuse. Il y a même un arrêt de la Chambre commerciale du 13 novembre 2013 qui vous dit que écrire en cours d'enregistrement,
c'est pas bon. En cours d'enregistrement, ça ne permet pas la reprise. Mais si vous regardez dans le dictionnaire, enregistrement, ça veut dire inscription sur un registre, et la société en formation, elle attend d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Donc, on aurait pu penser que, en cours d'enregistrement, c'était pas si mal que ça, mais non. Il y a des juges qui considèrent qu'il faut qu'il y ait écrit, enfin c'est pas il y a des juges, c'est la jurisprudence considère qu'il faut qu'il y ait écrit en formation, et pour éviter d'avoir des problèmes, eh bien on va respecter cela. Ça c'était donc deuxième condition. Première condition, une société en formation. Deuxième condition, un acte susceptible de reprise. L'arrêt, c'est un arrêt donc chambre commerciale 13 novembre 2013. Vous le trouvez sur mon blog, j'avais fait un commentaire rapide de cette décision. Troisième condition, et pardon, je vous donne le numéro de pourvoi aussi, numéro 12-26158, numéro 12-26158. Troisième condition, il faut respecter les modalités de reprise. Donc on va demander à Madame Chikirou de nous aider ici, puisque quand vous regardez, c'est l'associé unique c'était l'associé unique de la société entreprise de presse Le Média, et elle avait fait, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore associée unique, en tous les cas le président, ce n'est plus elle, c'est monsieur Gérard Miller. On est dans des gens médiatiques. En tous les cas, donc, quand elle avait constitué la société, il était dit qu'il y avait un mandat qui était donné pour accomplir des actes au nom de la société en formation. Et il était indiqué aussi que certains actes avaient été faits avant les statuts. Donc, en réalité, il y a trois modalités possibles de reprise des actes. Donc, notre condition, là, ce n'est pas une double condition, il y a trois possibilités. Donc, tout ça, c'est dit, en réalité, il faut aller regarder dans les textes réglementaires. Si je prends le cas des sociétés par action, c'est article R210-6 et R210-7. Bon, c'est 210-6 pour ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire sans offre publique, ce qui est le cas qu'on rencontre quasiment tout le temps. On nous dit quoi? On nous dit, lors de la constitution d'une société par action, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires. Cet état est annexé au statut, dont la signature emporte reprise des engagements par la société. Donc, ça, c'est la première modalité, c'est l'état des actes qui ont été accomplis pour le compte de la société en formation. Ça doit concerner les actes qui ont été faits avant la signature des statuts. Donc les actes qui ont été faits avant la signature des statuts, on les liste sur un état, donc sur une liste en réalité. On indique sur cette liste les engagements qui vont résulter de la signature de l'acte pour la société. Alors, je suis en train de chercher, par exemple, pour cette entreprise de presse Le Média, où est cet état? Je ne le vois pas. On me dit, l'associé unique précise qu'il a été accompli avant la signature des présents statuts
pour le compte de la société en formation, les actes suivants, ouverture d'un compte en banque au nom de la société en formation. Mais il faudrait qu'il y ait une petite feuille avec marqué que, je pense indiquer que le compte a été ouvert auprès de telle banque, et il faudra indiquer quels sont les engagements que cela entraîne pour la société. C'est ce que demande le texte. Bon, je constate que ici, ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première modalité de reprise. En tous les cas, on fait une liste des actes qui ont été faits avant la signature des statuts. Première modalité. Deuxième modalité, vous voyez que les sociétés ne respectent pas toujours parfaitement ces règles. Deuxième modalité, on vous dit, les actionnaires peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Et ici, on nous dit quoi? On nous dit Madame Sophia Chipirou agira au nom et pour le compte de la société en formation jusqu'à son immatriculation. Elle passera les actes et prendra, je pense qu'il y a une coquille, les engagements pour le compte de la société. L'immatriculation de la société entraînera de plein droit reprise par la société des dits actes et engagements. Donc on nous dit qu'elle agira pendant la période de formation au nom et pour le compte de la société en formation et qu'elle passera les actes et prendra les engagements pour le compte de la société. Donc on lui donne un mandat pour faire des actes. Mais le texte vous dit, je le reprends, sous réserve qu'il soit déterminé. Ça veut dire qu'il faut indiquer les actes qu'on donne mandat de faire. Donc il faudrait dire quoi en réalité? Il faudrait indiquer le type d'acte que l'associé va conclure au nom de la société en formation. Est-ce que les statuts de cette société sont conformes au texte réglementaire? Non. Alors peut-être qu'elle n'a pas fait d'acte et que finalement, enfin à part le compte en banque, et que finalement on s'en fiche que les actes n'aient pas été déterminés, mais là encore, ces statuts ne sont pas conformes au dispositif de reprise des actes. Il ne suffit pas de dire qu'elle fera les actes au nom de la société en formation, il faudrait indiquer qu'elle signera un bail, qu'elle signera, je ne sais pas moi, un contrat de location de véhicule, qu'elle signera un contrat d'achat de matériel, ce que vous voulez, mais si on veut vraiment que des actes soient faits, le mandat doit indiquer le type d'acte en question. Alors, la jurisprudence admet, ceci dit, que le mandat puisse être précisé. Le texte vous dit qu'on peut donner mandat en dehors des statuts, mais tout de même, on aurait aimé un peu plus de précision ici. Ça, c'est le deuxième type de reprise. Troisième possibilité de reprise, c'est ce qu'on appelle la reprise balai, avec des guillemets. Balai comme pas on danse, un balai où on ratisse, vous savez, ceux qui aiment bien le cyclisme, la voiture balai, c'est tous les types qui sont sur le bord de la route, là, qui sont complètement fatigués, qui n'arrivent pas à finir la course, on ne va pas les laisser là dans le fossé. Il y a une voiture du Tour qui vient et qui les ramasse, qui les met à bord, qui récupère le vélo. Voilà. Bon. J'imagine que ce n'est pas la gloire de finir la course à bord de la voiture balai. Quand on dépasse les autres coureurs dans la voiture balai, c'est pas la peine de leur dire voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc reprise balai, ça veut dire, c'est la formule, je crois, et de messieurs Causian et Viandier, la reprise balai, c'est précisément la reprise des actes, voilà, qui resteraient, qui n'auraient pas été repris par une des deux autres méthodes de reprise. Donc là, le texte réglementaire ne donne pas de conditions particulières. C'est en réalité
par une décision des associés. Donc c'est en réalité par une... Alors, les textes réglementaires, c'est les textes du Code de commerce ne vous donnent pas de précision, mais quand vous allez voir le décret du 3 juillet 1978, qui est le décret d'application des articles 1832 et suivants, de la loi du 4 janvier 1978 ayant réformé les articles 1832 et suivants, on vous dit à la fin, article 6 du décret du 3 juillet 1978, on vous dit à la fin que la reprise des engagements peut résulter, après l'immatriculation, d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés. Donc, troisième modalité de reprise, une fois que la société est immatriculée, les associés peuvent prendre une décision, en principe à la majorité, de reprise des actes. Mais attention, c'est important, il faut que les actes en question aient été faits avant l'immatriculation, mais en respectant les autres conditions qu'on a vues, actes susceptibles, société en formation déjà, et surtout actes susceptibles de reprise. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir oublié de dire que l'acte était fait au nom de la société en formation. Donc ça, c'est la troisième modalité de reprise, c'est la reprise dite balai. Sur le balai, vous avez peut-être vu d'ailleurs que le Sénat a créé un bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles, ce qui fait comme sigle balai. Voilà, donc ils ont déjà fait une proposition de loi pour supprimer toute une série de vieux textes qui, d'après eux, ne sont plus appliqués aujourd'hui. Bon, pourquoi pas. Je ne trouve pas que ça soit absolument formidable de dire je fais partie du balai. Voilà. Le bureau du responsable du balai, j'imagine que s'il y a une petite plaque avec marqué balai, il y a des moments un peu compliqués où le personnel de ménage rentre pour ranger des trucs, mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites? C'est mon bureau, sortez. Oui, ça va, je range, écoutez, voilà. Bon, et puis dedans, ils veulent supprimer dans leur proposition de loi, oui, quelqu'un dit très bonne initiative, sur le principe, pourquoi pas, mais quand vous regardez les textes qu'ils veulent supprimer, il y a des choses, je sais pas, il y avait un système de chauffage gratuit pour les mineurs à la retraite. Alors je ne sais pas si aujourd'hui ça sert encore beaucoup, mais vous avez notamment une loi de 1854 qui porte abrogation de la mort civile. La mort civile, c'était une sanction particulière. Quand vous aviez commis certains crimes, on pouvait vous appliquer la mort civile, donc c'était c'était un peu comme si vous étiez mort civilement, on ouvrait votre succession, vous perdiez vos biens, etc. Bon, je ne sais pas si supprimer la loi qui interdisait ça, c'est peut-être un peu inquiétant. Qu'est-ce que veulent faire les sénateurs? Est-ce qu'ils veulent rétablir la mort civile? Bon, c'est un peu curieux. En tous les cas, vous les reconnaîtrez s'ils viennent vous voir, parce que aux États-Unis, on dit FBI, eux ils diront balai, ouvrez. Bon, bref, voilà. Donc, cette initiative ayant été mise en valeur suffisamment, je peux revenir à mes modes de reprise. Je peux revenir à mes modes de reprise, et donc, que les sénateurs me pardonnent, il ne faudrait pas qu'on ait une visite du balai dans le logo. Il y a le balai qui veut vous voir. Ah bon. Donc, ces trois modes de reprise, qui sont encore une fois exceptionnel, parce que c'est un dispositif, je le répète, qui déroge à la règle normale qui serait que la société ne peut pas faire d'acte avant son immatriculation. Ce dispositif, il est normalement exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de reprise des actes.
il n'y a pas normalement d'autres possibilités de reprise des actes. Je prends un exemple simple. Vous immatriculez une société, une personne physique a signé le bail au nom de la société en formation, quand elle était encore en période de formation, elle est immatriculée, mais rien dans l'état des actes annexés au statut, rien dans le mandat, et pas de reprise bail. Mais la société paye tous les mois le loyer. Est-ce qu'on peut dire que cette exécution du contrat par la société, qui est acceptée par le bailleur, est-ce qu'on peut dire que ça vaut reprise implicite du bail? Très majoritairement, la jurisprudence considère que non, considère qu'il faut respecter l'une des trois modalités de reprise. Si jamais des actes ont été faits par la société, le média, l'entreprise de presse, le média par exemple, est-ce qu'ils ont été repris? Est-ce qu'ils engagent la société? Pas sûr, puisque on a vu que on n'avait pas d'état des actes annexés au statut, du moins ce n'était pas dans les statuts qui étaient accessibles, et puis le mandat, on a vu qu'il n'était pas suffisamment déterminé. Alors est-ce qu'ils ont fait derrière une reprise balai? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il est possible que, oui, c'est pas très agréable ce micro, j'en suis désolé, j'essaie de le mettre près ou loin, près c'est peut-être mieux en fait. En tous les cas, donc la jurisprudence, très majoritairement, vous dit qu'il faut respecter l'une des trois modalités de reprise, celle à laquelle on pense le plus fréquemment, c'est-à-dire une exécution du contrat par la société une fois immatriculée et avec l'accord tacite du tiers, du co-contractant. Cela ne suffit pas à dire que la société a repris l'acte et que les fondateurs ont été libérés des conséquences de l'acte. L'idée, c'est que pendant des mois et des mois, c'est la société qui paye le loyer, et puis un jour, la société est mise en liquidation judiciaire, et là, le bailleur va dire « mais moi, je peux encore demander paiement au fondateur qui avait signé l'acte au nom de la société, parce que la société n'a en réalité jamais repris l'acte. Elle payait le loyer, certes, mais ça ne veut pas dire que j'ai libéré les fondateurs, et je laisse les fondateurs et la société en liquidation judiciaire régler leurs comptes ensemble. Moi, en attendant, je demande paiement des loyers aux fondateurs, puisque c'est eux qui sont toujours tenus. Donc, caractère exclusif de ces modes de reprise, c'était la troisième condition, respecter les modalités de reprise. Et dernière condition, immatriculation de la société. Pour qu'il puisse y avoir reprise, il faut bien sûr que la société ait été immatriculée. Si elle n'est pas devenue une personne morale, elle ne peut rien reprendre du tout. Ça, c'était grand A, les conditions. Grand B, sur les effets de la reprise. Deux possibilités. Soit il manque une ou plusieurs conditions, soit toutes les conditions sont remplies. Première possibilité, il manque une ou plusieurs conditions, et bien dans ce cas-là, ce sont les personnes qui avaient signé l'acte qui restent tenues. Donc, première situation, il manque une ou plusieurs conditions de reprise, donc il n'y a pas de reprise, et donc le texte, article L210-6 ou 1843 du Code civil, vous dit que dans ce cas-là, les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues, et en réalité restent tenues, solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis. Alors, on nous dit solidairement parce que là, on est
dans le cadre de sociétés commerciales. L'article 1843 dans le Code civil dit « avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». Donc si j'agis au nom d'une société civile, je suis tenu des actes que j'ai faits au nom de la société en formation. Si je suis seul à avoir signé l'acte, on va me demander 100% du montant de l'acte, mais si on est 3 à agir en même temps, on n'est pas tenu solidairement, ça veut dire qu'on va partager les recours entre les 3 co-signataires. Qui sont les personnes qui sont tenues? Ce sont les personnes qui ont agi, donc celles qui ont signé l'acte. Il y a juste une difficulté particulière. Bon, la société entreprise de presse Le Média, c'est une société unipersonnelle. Il y a un seul associé. Donc il n'y a pas de difficulté pour dire que si cet associé agit au nom de la société en formation, il est seul tenu des conséquences de l'acte s'il n'y a pas de reprise. Mais imaginons qu'on ait 10 actionnaires ou 10 associés dans la société. Les 10 personnes signent les statuts. Si on donne mandat dans les statuts à un des associés pour agir au nom de la société en formation, et si, contrairement au statut qu'on a vu là, on précise bien les actes en question, alors les personnes qui vont être tenues des conséquences de l'acte en l'absence de reprise, ça ne sera pas juste celui qui aura signé, mais ça sera tous ceux qui auront donné mandat de signer. Si les 10 associés donnent mandat à l'un d'entre eux de signer l'acte, les 10 associés, s'il n'y a pas de reprise, sont tenus des conséquences de l'acte. C'est clair ça? Donc ça, c'est l'hypothèse de l'absence de reprise. Seules les personnes qui ont agi sont tenues des conséquences de l'acte. On verra, quand on parlera de la société créée de fait, que des fois, la notion de société créée de fait peut venir brouiller cela. Et j'en parle pas tout de suite. Ça, c'est en absence de reprise. En revanche, si on remplit toutes les conditions pour qu'il y ait reprise, alors le principe, c'est que la société immatriculée, lorsqu'elle est immatriculée, reprend les actes. Et donc, si je regarde l'article 1843 ou l'article L210-6, les actes sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par la société. Ça veut dire que si la société est immatriculée au mois d'octobre 2018, mais qu'un bail a été signé au mois de mars 2018 au nom de la société en formation, si on remplit toutes les conditions de reprise, la société est censée être locataire depuis le mois de mars 2018, c'est-à-dire à une époque où elle n'avait pas encore la personnalité morale, mais on accepte l'idée, cette phrase est quand même assez mystérieuse, mais on accepte l'idée que sa personnalité morale rétroagisse. Ça pourrait donner lieu à des solutions un peu curieuses où on verrait la personnalité morale produire des effets à une époque où la société n'existe pas encore comme personne morale, mais c'est la solution qui est retenue par le texte. En tous les cas, si on a une reprise, ça entraîne engagement de la société et libération des fondateurs qui ne sont plus tenus des conséquences de l'acte, sauf si, comme le suggérait tout à l'heure monsieur fort opportunément, on a dit qu'il y avait un maintien, une solidarité, un engagement de codébiteurs des fondateurs ou de telle ou telle personne
dans ce cas-là, la reprise ne libère pas les fondateurs. On peut écarter ce dispositif en disant qu'ils seront expressément maintenus dans les liens du contrat en dépit de la reprise faite par la société. Mais si on n'a rien dit de tel, la reprise par la société libère, elle prend la place en réalité des fondateurs. Il y a juste, je disais que c'est au moment de l'immatriculation qu'il y a reprise, petite nuance. C'est au moment de l'immatriculation qu'on fait les modalités 1 et 2. L'état des actes annexés au statut, ça entraîne reprise au moment de l'immatriculation. Le mandat donné dans les statuts ou en dehors des statuts, ça entraîne reprise au moment de l'immatriculation. Mais la reprise, entre guillemets, balai, elle intervient par une décision prise par les associés après l'immatriculation. Donc, il y a forcément un délai qui va se passer entre l'immatriculation et le jour où cette décision est prise et où cette reprise intervient. Mais dans tous les cas, c'est une reprise avec un effet rétroactif au jour de la conclusion de l'acte au nom de la société en formation. Dernière observation là-dessus, il n'est pas impossible que ce système soit utilisé par des personnes pour essayer de le, de le pousser un peu à bout, ce système, en faisant une fraude. La fraude, ça serait quoi? Je suis un entrepreneur, personne physique, et je fais les actes dont j'ai besoin, je signe mon bail par exemple, au nom d'une société en formation. Je ne suis pas sûr que je vais faire une société. Mais pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que le bailleur accepte de signer le bail au nom d'une société en formation. Je paye mon loyer, les premiers mois, tout va bien. C'est moi qui le paye parce qu'il n'y a pas eu de reprise. Je n'ai pas fait de statut en réalité, je n'ai pas immatriculé de société. Je paye mon loyer et puis au bout de 8 mois, mon commerce se casse la figure et je n'ai pas envie de continuer à payer les loyers. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais faire reprendre le bail par une société au capital d'1 €. Mon bailleur qui a autorisé la chose, quand il a accepté de signer le bail au nom d'une société en formation, ne peut pas empêcher cela, sauf s'il avait pris, mais je ne l'aurais pas fait dans ce cas-là, sauf s'il avait demandé des garanties particulières. Donc je fais reprendre le bail par une société en formation, et cette société, eh bien, elle est mise immédiatement après son immatriculation en liquidation judiciaire, et moi, je ne suis plus tenu des conséquences du bail parce que j'ai été remplacé par la société en formation et donc toutes les dettes qui ont été reprises, elles ne pèsent que sur la société en formation. Sa liquidation judiciaire fait qu'elle ne paiera pas une partie des créanciers et ça c'est autant de dettes qui ne pèsent pas sur mon patrimoine directement. Alors oui, et puis après j'ai une question ici. Oui. Elle est même plus que fictive, elle est frauduleuse. Il fait ça uniquement pour protéger son patrimoine de poursuite et il ne l'aurait pas fait sinon. Donc on peut dire que la société est effectivement frauduleuse. Fictive, sans doute aussi, mais c'est plus compliqué. Quand le système légal autorise à faire des EURL et des SASU, c'est plus compliqué de prouver la fictivité d'une société aujourd'hui. Si on a, enfin oui, ça va être inopposable au bailleur, mais il va falloir quand même que le bailleur aille chercher un juge pour lui demander de faire déclarer la société frauduleuse et donc de faire juger qu'il y ait une opposabilité. Et alors juste, attendez, je réponds à la question que je vois ici. Si les associés refusent par la suite de décider la reprise, dans ce cas-là, on est dans l'hypothèse où les fondateurs restent tenus. Mais c'est pas, dans mon schéma à moi, c'est une personne qui agit toute seule. Il n'y a pas des associés derrière. Voilà, c'est une société qui est créée par pure opportunité pour purger mon patrimoine de ces dettes-là. Oui.
Alors, si la société a été... Enfin, si moi je suis le méchant dans l'histoire qui veut faire en sorte que vous, bailleresse, ne puissiez pas obtenir paiement des loyers, je vais effectivement déposer des statuts. Alors les statuts, ça sera des statuts type de société unipersonnelle. Je les dépose. Le fait que, par exemple, j'ai laissé passer 8 mois pendant cette période pourrait être un indice déjà sur le fait que j'ai déposé ces statuts uniquement par fraude, uniquement pour faire cette société qui ne sert qu'à éviter de vous payer. Mais c'est sûr que c'est toujours compliqué, c'est rare qu'on ait un t-shirt « Je suis en fraude en ce moment ». On va aller chercher des indices, le fait que la société n'a qu'un seul associé, un capital d'1 euro. On pourra ajouter des choses comme le fait que jamais je ne vous ai indiqué... alors, c'est vrai que le bail a été signé au nom d'une société en formation. En réalité, votre point faible à vous dans l'histoire, c'est que vous auriez dû être plus regardante au moment de la signature du bail. La loi vous dit juste agir au nom d'une société en formation. On a intérêt, quand on est le tiers, à demander des garanties à ce moment-là et pas dire juste une société en formation. C'est dire, ok, très bien, vous voulez qu'on signe le bail au nom d'une société en formation, soit vous me donnez des garanties que la société aura telle et telle caractéristique, et mieux, un projet de statut avec des clauses qui ne bougeront plus, soit vous prenez des engagements de rester garant avec la société ou garant de la société le jour où il y a reprise. On a terminé sur la société en formation et on voit la dernière section, je vais poser les grandes lignes, dernière section dans ce chapitre consacré à la personnalité morale, les sociétés sans personnalité morale. Alors, il faut en parler ici. On a 2 types de sociétés qui n'ont pas la personnalité morale, qui ne sont donc pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et qui correspondent pour l'une à un schéma voulu par les associés, c'est la société en participation, et pour l'autre à un schéma qui est différent, puisque c'est le juge, c'est la société créée de fait, c'est le juge qui va reconnaître que quelque chose qui n'a pas été qualifié de société par les parties est une société. Donc, 2 types de sociétés sans personnalité morale, la société en participation et la société créée de fait. Ces 2 types de sociétés, alors, on a quelques textes. On a article 1871 et suivant pour la société en participation. Et on a article 1873 pour la société créée de fait, qui se contente de dire que le chapitre sur la société en participation s'applique à la société créée de fait. Paragraphe 1er, la société en participation. De quoi parle-t-on? On parle de quelque chose qui est un simple contrat de société. On va voir grand A, l'utilité. On va voir grand B, le régime. Donc on parle de quelque chose qui est un simple contrat de société qui peut servir à une opération ponctuelle ou qui peut servir à des opérations plus longues. Une opération ponctuelle, je prends souvent cet exemple, mais il correspond à des choses qui peuvent aller assez vite. Imaginons que, j'ai pris cet exemple l'an passé, je m'en rappelle aussi, donc voilà, je suis désolé de ne pas changer mes exemples tous les ans, mais imaginons que vous repériez sur Internet une vente de vêtements de marque à un prix qui est un prix très intéressant.
vous pensez que le prix est très intéressant parce que vous pouvez acheter pour 50 000 € un lot de vêtements qui valent en réalité 300 000 €, du moins vous savez que vous pourriez les revendre à différentes personnes pour 300 000 €. Donc vous vous dites qu'il y a quand même un beau bénéfice à se faire, mais vous n'avez pas tout seul les fonds pour acheter les t-shirts, vous n'avez pas le réseau pour écouler, j'ai dit des t-shirts ou d'autres vêtements, peu importe, mais vous n'avez pas les fonds, vous n'avez pas le réseau. Par contre, vous avez des amis qui ont l'argent et qui connaissent les clients potentiels. Donc, vous allez les voir et vous leur proposez de faire une société, mais ce n'est pas une société, il n'y aura peut-être même pas de statut écrit, c'est juste, vous vous mettez d'accord, vous dites, il faut qu'on ait 50 000 €, on achète le lot de vêtements, on le reçoit et ensuite on le vend aux différentes personnes qu'on connaît. Et à la fin, on partage les 300 000 € de bénéfices qu'on aura fait. Alors en réalité, c'est inexact de dire 300 000 € de bénéfices parce qu'on aura fait combien de bénéfices? Déjà, c'est plutôt 250 000 €, et ça, c'est si on réussit vraiment à vendre tous les vêtements au prix attendu. Si on fait ça, on fait juste un échange de mails ou une réunion dans un café et on se met d'accord là-dessus, on est en train de faire une société parce qu'on dit qu'on fait des apports, qu'on les fait pour une entreprise dont on veut partager le bénéfice, et on a un petit affectio societatis. Ça ne serait pas une société si, par exemple, mais on ne fait que réviser ce qu'on a vu lors des séances précédentes, si moi je vous disais, moi je veux bien mettre 10 000 €, mais c'est sûr que vous me les rendez le mois prochain. Si je fais ça, je ferai un prêt, vous me les rendez le mois prochain, et moi je veux un intérêt, et cet intérêt, il est de 20% du bénéfice que vous ferez. Si je suis sûr d'être remboursé, c'est toujours un prêt. Mais si je demande un intérêt, donc une rémunération qui se calcule sur le bénéfice, c'est un peu plus ambigu. Si je fais un prêt avec un intérêt qui est calculé sur votre bénéfice, c'est en principe toujours un prêt. Mais on a peut-être assez d'éléments pour montrer qu'en réalité, je ne me comporte plus comme un prêteur, je me comporte comme un associé. Et peut-être que finalement, on va dire que je n'ai pas le droit d'être remboursé, parce que ça serait quoi mon droit au remboursement que j'ai demandé? Si je ne suis pas prêteur, mais que je suis quand même associé, ça serait une exonération des pertes, et donc ça serait qualifié de clause léonine. Donc, bon, dans mon exemple, j'y reviens, on est plusieurs, on met de l'argent en commun, on achète un lot de vêtements, on les vend, on se partage le bénéfice. Est-ce qu'on fait des statuts? Non, pas de statut écrit, mais on peut dire, par exemple, que moi j'apporte 10 000 €, donc 20% des apports en numéraire, mais j'apporte aussi mon réseau. Je connais plein d'étudiants auxquels on va pouvoir vendre ces vêtements à prix d'or. Des étudiants en droit, vous savez, ils s'habillent n'importe comment, ils adorent les vêtements comme ci, comme ça, bref, je vous charrie bien sûr. En tous les cas, j'apporte aussi un réseau de clients, et ça, je considère que c'est un apport. Et cet apport-là, soit on le valorise directement, on dit ça vaut 10% de bénéfices en plus, ou on va dire que moi je fais un apport et puis j'irai chercher des clients. Est-ce qu'on va dire apport en industrie ou pas, ou apport d'un réseau, je ne sais pas comment on le qualifiera. En tous les cas, on peut prévoir que même si je n'ai mis que 20% de l'apport en numéraire, j'ai droit à plus que 20% du bénéfice, j'ai droit à 30% du bénéfice, ce qui du coup donne moins aux autres apporteurs. Donc on peut avoir ce type de situation qui est une société, on est d'accord là-dessus, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et donc c'est une société en participation. On continue demain sur les utilisations de cette société et ses caractéristiques. Merci, chers amis. Merci à vous aussi.